Center Arena, les Sabres ont pris les devants 1-0 aux dépens des Hurricanes. De retour dans le studio à la biologie avec Éric pour parler de cette première période. On se disait, bon, les Sabres affrontent une très bonne équipe. Les Sabres sont en fond de classement dans l'Est. Ça ne sera pas une soirée facile, mais on a très bien commencé la soirée du côté des Sabres avec un but, mais ça s'est un petit peu gâché après. Bien, quand tu regardes les équipes qui connaissent des problèmes à travers la Ligue, il y a différentes raisons. Tu regardes les Sabres, moi, j'ai aimé leur début de rencontre. On a marqué très, très tôt. Ouais. McLeod qui bat Tokarski d'un tir quand même assez rapide. Et là, bon, c'était pas le plus beau but que Tokarski a accordé, mais la réalité, c'est que ensuite de ça, les Sabres, et quand on vous parle de culture d'organisation, on commence bien. Moi, j'aimais le fait qu'on travaillait. Ouais. Pat Félix l'a mentionné. Là, on est comme de 2 punitions. Et ça vient un peu nous scier les jambes du côté des Sabres. Et c'est exactement des mauvaises manies, c'est des tendances que tu veux casser comme organisation. Et ça, c'est le devoir de l'entraîneur de tenter de créer une culture. Là, de l'autre côté, t'as les Hurricanes veut pas, on a l'opportunité de revenir dans la rencontre. On a 2 avantages numériques consécutifs. Puis cette année, les Hurricanes, c'est quand même la 6e équipe qui marque le plus de buts. On a quand même une force de frappe à l'attaque, donc on est en mesure quand même de faire des dommages. Mais comme je te mentionnais un peu avant le début de la rencontre, c'est comme si les Hurricanes, on joue juste assez bien pour se maintenir. Pour rester là. Exactement. Ouais. Regarde, là, dans les 10 derniers matchs, leur fiche, on a de la difficulté à marquer sur des séquences de victoires. Ouais. Et Rod Brind'Amour, c'est un entraîneur qui est passionné, c'est un entraîneur qui a beaucoup d'émotions. C'est clair qu'il n'est pas satisfait parce que moi, je pense que les Hurricanes ont un autre niveau à leur jeu. Et là, on regarde un peu la ligne de centre. Et moi, je suis désolé, mais quand ton deuxième centre, c'est Jesperi Kotkaniemi, t'es dans le trouble. Et je pense qu'année après année, on fait un bout de chemin en série, mais on n'est jamais capable, justement. Ouais. On a passé 2 fois la deuxième ronde. On s'est rendu en demi-finale. On n'a pas gagné un match dans les dernières années en demi-finale, les 2 fois qu'on était capable de le faire. Sinon, on perd au deuxième tour. Et qu'est-ce qui revient constamment quand on parle des Hurricanes? Il manque de punch à l'attaque. Et la ligne de centre, pour moi, est la clé. Jordan Staal vient de connaître toute une semaine. Oui. C'est ton 3e joueur de centre. Oui. Dans une équipe là, qui pourrait aller jusqu'au bout, je te dirais quasiment 4e centre. Pour moi, là, si Jordan Staal joue au 4e centre, là, t'es en business. Fait que, veux pas, aucun problème avec ça, mais c'est par la suite que ça se casse un peu. Et je pense que, comme organisation, si tu veux aller chercher le trophée ultime, on va devoir bouger, j'ai l'impression, du côté des Hurricanes. Puis au niveau des gardiens, c'est correct Kochetkov, mais ça reste... Mais il manque un gardien de premier plan. Moi, je pense que oui. Anderson est encore blessé. Il est toujours blessé. Fait qu'il faut être quelqu'un qui est en mesure de faire le travail. Là, tu as Kochetkov qui est pas si pire. Et là, quand c'est rendu que Tokarski a des meilleurs chiffres que ton gardien de but auxiliaire, c'est quand même pas normal. C'est parce que là, il a accordé peut-être un mauvais but, mais il s'est bien ressaisi. Oui, puis à court terme, il peut faire le travail. Ouais. Mais tu sais, il y a 35 ans, si ça ne t'en pas avec lui qu'on va gagner la Coupe Stanley. Là. Ils ont fait une rotation de gardiens du côté des Hurricanes. Comme à chaque année, ça arrive souvent. C'est fou, hein? Ouais. Merci, Éric. Merci. Au travers la Ligue avec le collègue Renaud Lavoie que l'on retrouve à Dallas. Salut, Renaud. Salut, Elisabeth. On va parler bien sûr du Canadien. Je veux qu'on commence par Emil Heineman parce qu'on a eu vraiment une frousse lorsqu'on a su qu'il s'est fait happer par un véhicule du côté de Utah. Il est comment? Il est de retour à Montréal d'abord? Oui, il est de retour à Montréal parce qu'on l'a aperçu, imagine-toi, aujourd'hui à Brossard, alors que David Rennbacher était sur la patinoire. Emil Heineman est apparu sur le bord de la patinoire. Donc, on va voir les images ensemble et vous allez voir surtout que dans sa main droite, il y a un plâtre. Oui. Donc, ça explique évidemment sa blessure. On nous répète, Elisabeth, que l'absence sera de 3 semaines, peut-être 4 semaines, mais on est quand même très optimiste chez les Canadiens. Je vais le répéter pour ceux qui ne l'ont pas déjà entendu, mais se faire happer par un véhicule à Salt Lake City, d'une certaine façon, il faut être extrêmement malchanceux. Ce n'est pas la ville de New York. Il n'y a pas beaucoup de véhicules sur les boulevards qui sont aussi larges que ceux, si vous voulez, de Chicago. Alors, c'est vraiment de la pure malchance. Heureusement, plus de peur que de mal, d'une certaine façon, et un retour au jeu dans 3 semaines. Je pense que Emil Heineman garde le moral présentement, se moque un peu de ce qui lui est arrivé là, au cours des dernières heures. Ouais, on l'a vu sur les réseaux sociaux en disant « Merci pour le support, Montréal. Je serai de retour en force. » Et tu parlais de David Rennbacher, le 5e choix total en 2023 du Canadien, qui a recommencé à patiner cette semaine. Oui, ça, c'est une autre très bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire, évidemment, que son retour au jeu sera la semaine prochaine. Rappelez-vous, il s'était blessé au mois de septembre lors des matchs préparatoires. Et lorsqu'on nous dit, parce que quand on se fait opérer maintenant à un genou, Elisabeth, les médecins sont
très exigeant. On veut une absence d'un minimum de 6 mois. Donc, pas d'action, on ne peut pas disputer un match avant 6 mois d'inactivité. Ça nous amène au mois de mars. Évidemment que son retour au jeu, Elisabeth, on ne s'attend pas à le voir avec les Canadiens de Montréal. Très certainement, ça va être avec le Rocket de Laval où il a terminé la dernière saison. La date, on ne le sait pas, mais une chose qui est certaine, ça progresse bien présentement dans son cas. Oui, et on va pas précipiter son retour, comme tu le mentionnais. Dernier dossier, avec les Penguins de Pittsburgh, rien ne va plus entre Tristan Jarry et les Penguins, hein? C'est incroyable comme situation. Rappelez-vous un peu plus tôt cette saison, on l'avait cédé à la Ligue américaine, à Wilkes-Barre, mais pour fin de conditionnement physique. On voulait, d'une certaine façon, qu'il reprenne confiance en ses moyens. Là, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'à 14 heures, on l'a placé au ballottage. Et ça veut dire qu'une équipe pourrait le réclamer demain à 14 heures. Ce serait extrêmement surprenant en raison de son salaire et surtout de ces gros problèmes devant le filet des Pingouins depuis le début de la saison. Par contre, je trouve que du côté des Pingouins, là, je regarde la situation, je comprends que Tristan Jarry ne va pas bien, mais quel genre d'équipe qu'il a devant lui aussi. Ouais. C'est pas une formation qui va très, très bien. On peut penser à Evgeny Malkin, Sidney Crosby, Christopher Le Temps qui tiennent leur bout présentement. Il y en a d'autres joueurs comme Raquel qui connaît une bonne saison, mais ça reste que le corps défensif de cette équipe-là, écoute, on est loin des très belles années des Penguins de Pittsburgh. Donc, je trouve d'une certaine façon, si tu me permets un commentaire, dommage que ce soit Tristan Jarry, le bouc émissaire, alors qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient aussi passer dans le tordeur. Oui, c'est clair que le noyau se fait très vieillissant du côté des Pingouins, mais en même temps, parfois, ça prend un petit mouvement comme ça pour rester dans le fameux mix ou en tout cas espérer monter au classement. Merci, Renaud. Bonne soirée. Belletti avec nous pour parler du balado Femmes de hockey. Salut. Salut. Tu as une belle entrevue cette semaine à nous proposer avec la directrice opération du côté de la Victoire, Marie-Christine Boucher. Et c'est une belle découverte, hein? Écoute, sincèrement, c'est un balado coup de cœur pour moi. Marie-Christine Boucher, là, c'est un peu comme l'équivalent de France-Margaret Bélanger des Canadiens de Montréal pour la Victoire, mais dis-toi qu'elle a une équipe de 6 personnes. Ouais. D'ailleurs, qu'elle a dû construire en moins de 2 semaines avant le début de la saison l'année dernière. Fait que c'est vraiment une personne, elle est tellement incroyable, merveilleuse. Elle a tout un parcours. Elle a déjà travaillé pour les Canadiens, la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Elle a travaillé pour la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. Bref, elle a même fait le mondial junior. Elle a vraiment tout un parcours. De route, hein? Wow. Toute une feuille de route. Elle connaît bien son hockey, mais c'est surtout une femme très près des gens. Pour elle, c'est important. Et elle peut nous raconter plein d'anecdotes, ce qu'elle fait dans ce balado-là. Et d'ailleurs, parce que, sa passion pour le hockey vient de son papa, qui est un recruteur dans la Ligue nationale, qui a d'ailleurs remporté la Coupe Stanley avec les Golden Knights. Puis, elle devait vivre ce moment-là dans les estrades, puis voici comment ça s'est vraiment passé. Et George Mayfield fait un signe. Non, viens-t'en toi aussi. Genre, toi aussi, viens-t'en. Puis il y avait une femme d'un dépisteur qui était là, et donc les deux, on descend. Mais là, je me place complètement en retrait. J'ai dit, je peux pas être dans cette photo-là, ça n'a aucun rapport. Et pour lui, c'était « You're all part of the family ». Et donc, c'est donc bien beau. Oui, tout le monde, les dépisteurs et les épouses qui étaient là, sont là. Alors là, il me dit « Non, tu viens toi aussi ». Fait que là, je me place sur le côté. Et là, finalement, George Mayfield dit « Michelle », mon père, son prénom est Michel. « Michel, come over here, please ». Et là, mon père me prend la main et pour finalement se retrouver directement à côté de la Coupe Stanley. Ben oui, parce que il y a la Coupe Stanley et il y a elle, Marie-Christine, juste à côté. Écoute, elle est vraiment là. On peut dire elle a touché à la Coupe Stanley, elle a vécu ce moment-là. Donc, imaginez-vous, c'est 30 minutes d'anecdotes comme ça. Elle en a tellement, tu sais, la Coupe Memorial avec les cataractes de Shawinigan. Bon, ceux qui aiment le hockey féminin, dans les coulisses, c'est vraiment un balado à regarder ce jeudi 16h30 sur les ondes de TVA Sport. Et toi, tu vas aller à Québec, je pense, en fin de semaine? Bien, certainement. La Victoire? Ben oui, c'est sûr, je m'en vais voir à Québec la Victoire jouer contre Ottawa. Déjà,
écoute, c'est tout vendu. On va avoir le droit à un bon spectacle. Ça va être très intéressant. Je vais pouvoir vous raconter ça la semaine prochaine. Parce qu'elles se promènent, hein, les équipes. Là, pour le moment, on fait le tour de plusieurs amphithéâtres et là, on se retrouve à Québec. Exactement. En fait, c'est la grande tournée qu'on appelle dans la LPHF. On est allé à Vancouver, on est allé à Seattle, on est allé à Denver. D'ailleurs, à Denver, on a fait un record. On a eu plus de 19 000 personnes. Donc, ça, c'était Vancouver, 19 000, mais on était à 14 000. Donc, c'est vraiment... On aime ça, ces chiffres-là. Super. On aime ça. Puis on remplit à Québec. Fantastique. C'est Merci, Isabelle. Merci. Bonne soirée. On prend une pause.